de votre temps pour venir découvrir avec nous la présentation des modèles rapides de machine learning. On va avoir Sébastien et Younes qui vont nous présenter ça juste après. Avant ça, je vais vous parler un petit peu de la logistique qui n'est pas différente de l'habitude. Donc, vous pouvez utiliser le chat, la fonction Q&A aussi en tout temps pour poser vos questions. Et n'hésitez pas à interagir. Puis, on verra soit prendre les questions à la fin ou si ça vaut la peine de les prendre pendant la présentation aussi pour garder ça vivant. N'hésitez pas. Vos options, donc vous pouvez également allumer votre caméra en tout temps. Donc, on vous met en mode présentateur. Vous pouvez accepter ou annuler, il n'y a pas de problème. C'est pour ajouter de l'interaction si vous le voulez, mais c'est vraiment à votre discrétion. Si vous voulez également ouvrir votre micro pour poser vos questions à certains moments, c'est possible en ajoutant cette fonction-là. Sinon, on vous demande de rester jusqu'à la fin si c'est possible pour vous parce qu'on a tout le temps quelques petites informations à vous partager à la fin qui inclut un sondage qui est vraiment, vraiment important pour nous. Ensuite, la session va être enregistrée et la vidéo va être disponible sur YouTube, un peu comme Mathieu vient tout juste de l'expliquer. Pour la suite, on vous présente nos nouveaux organisateurs. Fait qu'on est vraiment, vraiment content. Donc, il y a moi en haut qui est pas nouvelle, mais on accueille Leel, Frédéric, Renato, Boudou et William avec nous dans l'équipe. Donc, ça va être une belle équipe, des belles forces qui vont se compléter, on pense, pour les prochaines sessions. Plus de diversité aussi dans nos présentations, dans nos sujets. Donc, de là, l'importance encore du sondage. Vous allez avoir des nouveaux contacts, des nouvelles personnes pour organiser tout ça dans les prochains temps. Fait qu'hésitez pas à partager si vous avez des sujets en particulier que vous voulez voir présentés. Mais on est vraiment content parce que l'équipe grossit. On se rend compte que l'organisation, tout ça, plus on a de gens, plus ça va être facile de rendre ça agréable pour vous et plus intéressant. Donc, on est super content de les accueillir. Sinon, comme à l'habitude, on a nos fameux co-organisateurs. Donc, Mathieu, Nadine et Xavier de chez Google, qui nous sont d'un grand succès. Fait qu'on est très content aussi, encore là, de les avoir dans l'équipe. Je vais donc passer la parole à Younes et Sébastien pour la suite. Je vais arrêter de partager mon écran. Alors, bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran à mon tour. Et me mettre en mode présentation. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Là, c'est moi, par exemple, qui vous vois plus tout d'un coup. Parfait. Alors, rebonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de comment on peut facilement faire de l'intelligence artificielle à l'aide des outils IA et des outils de machine learning qu'on trouve sur la plateforme GCP. Pour ce faire, il y a mon collègue Younes, qui est un architecte de données, qui est certifié sur les produits Looker et sur les produits GCP comme architecte et comme architecte de données. Et moi aussi, président de la compagnie SEA Cloud Expert. Qui on est, SEA Cloud Expert, mais en deux mots simples et efficaces, mais on est une entreprise qui est spécialisée dans les produits Google Cloud, tout d'abord, pour ceux qui sont connaissants dans l'histoire et l'historique des produits pour affaires de Google. On a commencé avec Google Apps à l'époque, début 2010, puis ensuite on a évolué vers G Suite quand le produit évolue, maintenant Workspace, puis depuis 2015, on a commencé à faire du GCP, commencé à faire du partenariat avec les entreprises pour les embarquer sur la plateforme. Puis maintenant, depuis 2017-18, on fait du service tout au niveau de l'infrastructure et au niveau des pipelines et des solutions de gestion de bases de données et d'entrepôts de données. J'en profite aujourd'hui pour dire qu'à la fin de cette présentation, tous ceux qui auront posé des questions, parce que bien sûr, c'est interactif, ma collègue Géraldine va prendre en note tous ceux qui auront posé des questions et un tirage sera fait pour un prix d'autour de 30 $ sur le thème du barbecue. J'en profite également, nous sommes à la recherche d'un spécialiste Workspace pour venir joindre l'équipe.
Donc, si vous avez des bonnes références à nous donner qu'elles sont retenues, un cadeau sur le thème du barbecue d'une valeur de 30 vous sera aussi acheminé. Merci. Donc, l'intelligence artificielle dans les entreprises, aujourd'hui, ça arrive souvent parce qu'on a un gestionnaire qui va nous dire « Je veux de l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Je veux qu'on fasse ça aujourd'hui dans mon entreprise. Je veux qu'on commence à en faire. » Quand ça arrive de cette façon-là, malheureusement, on va souvent faire appel à des solutions ponctuelles. Donc, on va vouloir répondre à un besoin hyper rapide. On va monter une architecture spécialisée. On va faire appel à des entreprises ou des fournisseurs qui vont nous bâtir des solutions sur mesure qui vont être absolument utiles que pour le besoin qu'on aura eu à la base. Puis, ça va être très difficile à supporter parce que ça va être souvent une solution qui va être très, très spécialisée. Ça donne l'impression que c'est des projets qui sont complexes à faire, qui sont difficiles à faire. Puis, on ne se le cachera pas, oui, c'est difficile à faire quand on est sur une infrastructure technologique qu'on dit de type legacy. Donc, quand on n'a pas réfléchi les données de notre entreprise pour pouvoir à terme les utiliser en machine learning et en intelligence artificielle, ça peut paraître très complexe, très difficile. On a, au niveau des technologies, donc beaucoup de choses à faire évoluer. On n'a pas l'équipe nécessaire en place dans notre entreprise. Puis les outils, on ne les connaît pas parce que on n'a pas les gens spécialisés pour nous informer puis nous amener à pouvoir les utiliser. Pourtant, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Sur la plateforme GCP, justement, il y a énormément d'outils qui sont déjà, je dirais, pré-bâtis ou très avancés pour nous permettre de commencer à travailler comme on le connaît déjà, de développer simplement une application, puis d'utiliser ces outils-là dans nos applications pour pouvoir faire l'intelligence artificielle, pour pouvoir faire du machine learning de façon très simple. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, il y a deux façons de faire l'intelligence artificielle et du machine learning au niveau GCP. Il y a soit la façon de créer des modèles de machine learning. Donc, c'est la première partie qu'on va vous montrer. Pour créer des modèles de machine learning, on peut le faire soit de façon très simple, donc d'utiliser des modèles qui sont pré-bâtis dans GCP. On peut aussi utiliser un outil qui s'appelle AutoML qui nous permet de, simplement avec nos données et un besoin d'affaires, de rapidement bâtir un modèle, de générer un modèle de machine learning qu'on peut ensuite extraire et utiliser dans une application. Ou on peut aller encore plus loin et utiliser des modèles personnalisés, custom, avec des outils beaucoup plus avancés. Donc, une autre façon de le représenter ici avec les produits qu'on trouve directement dans la plateforme GCP. Pour les entreprises qui sont plus débutantes, donc vers la gauche, on utilise des API qui sont déjà disponibles, les API de vision, les API de Dialogflow, Natural Language. Donc, ça, c'est les analyses d'images, les chatbots, Natural Language qui permet l'analyse des textes puis de détecter des émotions. Ça, c'est des choses qui sont directement packagées, je dirais. Donc, on peut directement les appeler à partir d'un code simple. Vers le milieu, on parle de AutoML. AutoML, c'est ce que je disais qu'on peut bâtir nous-mêmes nos modèles à l'aide d'outils qui vont nous les générer nous-mêmes simplement à partir de nos données. Puis ensuite, quand on va à un stade plus avancé, là, c'est là qu'on va retrouver les entreprises spécialisées qui vont utiliser la plateforme GCP parce qu'elle a des outils très, très, très avancés et des processeurs qui sont dédiés et très économiques dans le marché du ML et de l'IA pour développer des modèles vraiment custom et personnalisés encore plus poussés. Donc ça, c'est des data scientists, data analysts qui vont utiliser ces outils-là. Au niveau des outils API qui sont prêts à l'emploi, on voit ici donc l'outil de Cloud Translation. Vous le connaissez probablement, il est intégré dans les outils Google Docs, dans les outils de Hangout, qui est maintenant dans du Google Chat, dans Gmail. Donc, ce qu'on retrouve un peu partout dans les outils de Google qui nous permet de traduire rapidement un texte, ça fait simplement appel à l'API de traduction, quelque chose qu'on peut rapidement intégrer dans un de nos codes. Vision, même chose, donc pour faire de la détection d'objets dans des images, pour faire du calcul de nombre d'images qui correspondent à un critère, des choses comme ça. On peut faire directement appel à l'API. Natural Language, donc pour traduction des émotions et détection du langage. Le speech, c'est donc toute l'interface de parole vers le texte. Intelligence du vidéo, donc toute la détection d'objets, d'images et de trending dans les vidéos. Et le Dialogflow, ce qu'on retrouve là, donc dans les chatbots,
Donc, on peut voir, là, certains ont vu, il y a quelques années, là, on avait vu un exemple d'un assistant Google auquel on peut demander de prendre une réservation au restaurant et qui va nous... désolé, ça sonne, mais je n'irai pas répondre. Donc, on a vu l'exemple de l'assistant qu'on lui dit ou qu'on peut lui taper « réserve-moi tel restaurant », puis il va prendre la commande, il va faire un appel, il va nous traduire ça en texte. Donc, c'est ces API-là là, qui sont impliqués dans des outils comme ça. Et rapidement, un outil que vous voyez, mais je vais passer la parole à mon collègue Younes qui va vous faire la première démonstration de ces outils API qu'on peut appeler rapidement. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour tout le monde. Excuse-moi Younes, avez-vous des questions? Ça semble bon. Younes, un des fonctions BigQuery pour appeler ces API directement depuis BigQuery. Il y a une question de Sébastien Broder. Parfait, merci Sébastien pour la question. On peut vous laisser le flow si ça vous convient, Younes et Sébastien, puis on regarde pour répondre par chat si ça vous convient sur ça, à moins que vous ayez la réponse en live, mais on va y répondre par message. C'est bon, je peux commencer? Oui, je te passe la balle. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, on va découvrir ensemble donc, comment appliquer donc, les API Machine Learning à partir de notre console GCP. Donc, dans cette première présentation, nous allons voir comment appeler des API de Machine Learning à partir d'un notebook. Donc, le notebook vous permet de créer et de gérer des instances de machines virtuelles très packagées avec JupyterLab. Les instances notebook ont une suite préinstallée de packages d'apprentissage en profondeur, y compris la prise en charge des frameworks comme TensorFlow et PyTorch. Vous pouvez donc configurer les instances CPU uniquement ou bien GPU pour mieux répondre à vos besoins. En outre, les instances notebook sont protégées par l'authentification et l'autorisation Google Cloud et ils sont disponibles à l'aide d'une URL d'instance notebook. De plus, les instances de notebook s'intègrent également à GitHub afin que vous puissiez facilement synchroniser votre notebook avec un référentiel GitHub et il vous permet aussi d'éviter la difficulté de créer et de configurer une machine virtuelle Deep Learning en fournissant des images vérifiées, optimisées et testées pour votre framework choisi. Alors, au lieu d'aller de l'avant et de faire un notebook à partir de zéro, nous partirons d'un notebook qui est déjà dans notre référentiel GitHub. Donc, je vais partager mon écran. OK, je vais aller sur notre console Google Cloud. Voyez-vous bien mon écran? Voilà la console GCP. Voulez-vous que j'augmente la taille ou bien c'est bon pour tout le monde? Peut-être un petit peu, si c'est possible. OK. C'est parfait comme ça? Parfait, merci. D'accord. Alors, donc pour faire pour commencer cette présentation, on va cloner donc un dépôt de notre présentation, donc un dépôt qui contient la notebook dans lequel on a donc les API Machine Learning. Nous allons donc ouvrir un notebook puis exécuter une commande bash à partir de celui-ci. L'idée ici, c'est que nous pouvons aller de l'avant et commencer un notebook et appeler ce notebook ce que nous voulons. Donc, je vais aller sur le trait qu'on a sur le menu de navigation et je vais aller descendre jusqu'à intelligence artificielle. Au niveau des IA, je vais choisir donc sur la page des instances de notebook, je vais créer donc une nouvelle instance. Donc, je vais sélectionner une nouvelle instance et je vais choisir la dernière version ou bien la version qui me convient. Par exemple, je vais choisir donc TensorFlow Enterprise 2.3 without GPU.
Ici, je dois donner donc un nom à mon instance et je dois choisir donc la région et la zone la plus proche pour éviter donc n'importe quel problème de latence. Pour mieux bien sûr bien contrôler donc mes données qui sont stockées ici. Donc sur le pop-up, il faut confirmer le nom de la machine virtuelle. Il faut chercher donc la région et la zone d'hébergement de Compute Engine la plus proche afin de diminuer la latence. Et par la suite, vous déplacez vers le bas et vous cliquez sur Create. Par exemple, pour notre cas, donc je vais choisir Montréal. C'est North America North-Est A et je clique sur Create. Donc cette étape-là, donc ça peut prendre environ 2 à 3 minutes pour démarrer. Donc afin d'accélérer les choses, je vais choisir une VM que j'ai déjà créée. Donc je retourne ici. Donc comme vous voyez là, donc ça c'est la VM que j'ai créée avant. Donc avec la zone North America et l'environnement qui est TensorFlow 2.3. Donc une fois la machine virtuelle est créée, donc je clique sur Open Jupyter Lab. Une fenêtre Jupyter Lab va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Là, je vais aller sur File, New, et je choisis un terminal pour que je puisse... Oups, excusez-moi. Donc, je vais choisir donc ce terminal-là pour copier ma commande, qui est celle-ci, afin de copier donc le repository, donc Training Data Analyst, depuis le GitHub vers mon notebook. Donc, ça me dit que ce dossier-là, donc il existe déjà. Donc, parce que je l'ai déjà copié, donc afin de gagner du temps. Vu qu'on n'a pas assez du temps dans cette présentation, il faut bien sûr donc accélérer les choses. Donc à ce stade, vous remarquez qu'il existe déjà un dossier appelé Training Data Analyst et nous pouvons maintenant charger ce bloc-notes et commencer à l'exécuter. Mais avant cela, on doit effectuer 2 étapes essentielles au niveau de notre console GCP afin que notre code puisse fonctionner correctement. Donc c'est le code dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est le code donc notebook qui contient donc l'ensemble des API sur lesquels on va travailler donc dans cette présentation. Donc la première étape sera l'activation de toutes les API qu'on va se servir dans cette présentation. Et pour faire cela, on va y aller encore une fois, sur le menu de navigation et je vais y aller sur API and Services et par la suite Library. Dans le champ de recherche, je vais saisir donc le nom de l'API que je vais donc que j'aimerais activer. Par exemple, je vais choisir Google Cloud Vision. Je sélectionne l'API et là, donc ça va me dire donc est-ce que cette API-là, il est activé ou non. Normalement, dans le cas où le API n'est pas activé, je dois avoir un autre bouton ici qui est avec le grisé avec Enabled. Euh, donc dans notre cas, j'ai déjà activé donc cette API-là et j'ai même activé les autres API pour bien sûr pour accélérer les choses. Donc on peut faire la même chose pour les autres API tels que le API Translate, l'API Speech to Text et les API Natural Language. Donc on peut les activer donc à partir de la barre de recherche. Une fois donc que ces API sont activés, on va y aller donc là sur la deuxième étape qui sera la création d'une clé API. Donc déjà, il y a quelqu'un qui peut poser la question, c'est quoi une clé API? Donc une clé API, c'est une simple chaîne chiffrée qui identifie une application sans aucun principal. Elles sont utiles pour accéder aux données publiques de manière anonyme et ils sont utilisés pour associer les demandes d'API à votre projet pour les quotas et la facturation. Donc, pour activer donc, une clé API, vous allez encore une fois dans le menu de navigation. On va y aller sur API and Services et par la suite, on va sélectionner Credentials. Je clique sur Create Credentials et je choisis API Key.
Donc, ça va générer automatiquement une clé API. Donc, une fois que c'est créé, je vais donc copier donc cette clé et je clique sur fermer. Donc, on aura besoin de cette clé API dans le notebook plus tard. Pour mon cas, donc la clé API que j'ai choisie, donc elle est déjà créée là. Donc, je vais supprimer celle-ci que je viens de créer. Et je retourne encore une fois à mon notebook. Donc voici donc le notebook avec les codes Python que vous voyez là. Donc avant tout, je vais commencer par l'installation de mon client Python. Donc pour faire installer, je dois juste faire entrer ou bien faire Shift Enter et ça va aller. Pour le API key, donc je vais remplacer donc le API key par celle-ci qu'on vient de copier depuis le API and Services. Je vais la remplacer ici et je clique sur Entrée. Donc après avoir fait cela, on va y aller donc sur l'API Translate et vous remarquez qu'il y a les entrées et c'est vraiment si simple. Donc comme vous voyez ici, is it really this easy? Ça c'est en anglais. On a défini comme une langue de source, on a le English et le target, ça va être en français. Donc je clique sur Entrée. Et voilà, donc là, j'ai la traduction de la phrase Is it really this easy? Donc j'ai reçu comme output Est-ce vraiment aussi simple? Donc nous sommes allés de l'avant et nous avons spécifié les entrées sous forme de tableau de chaîne et de service pour effectuer une traduction de l'anglais vers la langue de notre choix en passant ces entrées et ce que nous avons obtenu, ce sont les sorties qui ont été traduites. Donc ça se concerne bien sûr donc le premier API qui est le API Translate. Bien entendu, donc on a défini donc le API key qu'on a marqué ici et on a choisi donc le Translate comme un API. Pour ce qui concerne donc le deuxième API qu'on va voir, donc ça c'est le API Vision. Donc de même, ce que nous voulons faire est d'aller de l'avant et appeler donc l'API Vision. Pour appeler l'API Vision, nous avons besoin d'une image et dans ce cas-là, l'image est l'image d'un panneau de signalisation. Donc je ne connais pas exactement ce qu'il dit parce que c'est en chinois. Voyons alors qu'est-ce que c'est. Nous allons mettre cela sur Cloud Storage et demander à l'API de Vision de lire cette image et de nous dire le texte qu'elle contient. Donc voilà donc l'image qui est sur le Cloud Storage. Nous avons défini l'API key et nous avons demandé à lui d'utiliser l'option Text Detection. Je fais Shift Enter. Donc, comme vous voyez ici, il fait un traitement pour chercher donc le texte dans l'image. Nous récupérons donc la sortie en format JSON. Encore une fois, ce que nous faisons ici, c'est que nous invoquons la version 1 de l'API Vision en passant l'URL de l'image Google Cloud Storage. Et nous avons par la suite cette image sur Cloud Storage. Nous pourrions également la transmettre dans le cadre de notre demande, mais l'avoir sur Cloud Storage le rend plus rapide car nous n'avons pas à télécharger toutes ces données d'image. Nous allons lui demander par la suite de faire une détection de texte et ce qui revient est tout le texte de cette image. Ainsi que la langue qui est CH, comme vous voyez là. Donc la langue CH veut dire chinois et le polygone de délimitation de chacun de ces morceaux de texte. Nous pourrions bien sûr aller de l'avant et obtenir le premier morceau et prendre cette annotation de texte, obtenir la langue complète, la locale que nous sauvegardons, ce CH, et ensuite nous pourrions continuer et imprimer ce que nous avons obtenu. Donc je vais faire cela, donc de traduire
le texte vers le foreign language. Donc ici, le foreign text, donc il est en chinois. Donc on aimerait bien savoir qu'est-ce que ça se dit, donc cette phrase-là. Donc on va utiliser de nouveau le API Translate. On va définir comme langue target l'anglais. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner comme sortie. Donc ici, donc, on a la traduction. Please cherish and protect sanitation to create a beautiful water environment. Donc ça, c'est la traduction de l'image qu'on a vue, donc, ou bien du texte qu'on a pu trouver sur le panneau de signalisation. Le troisième API qu'on va voir, donc ça concerne ça concerne le Natural Language API. Donc on va donc choisir une option dans cette API qui est le Sentiment Analysis. Donc l'autre chose que nous allons voir ici, c'est que on va utiliser le sentiment d'analyse pour évaluer les sentiments de certaines citations célèbres en utilisant l'API Google Cloud Natural Language. Nous avons donc ici un ensemble de citations et ce que nous voulons faire, c'est d'examiner le sentiment associé à ces citations. Dans ce cas, nous imprimons la polarité et la magnitude associée à chacune de ces phrases. La polarité positive si un sentiment positif et négatif si un sentiment cela a sens. Si vous dites par exemple réussir, il faut une grande persévérance. C'est une chose très positive. Mais si vous dites par exemple quelqu'un que vous aimez meurt, c'est une chose assez négative. Donc la polarité est négative. Donc la magnitude est un indicateur de la fréquence à laquelle un langage très fortement formulé apparaît dans le texte. Donc je vais exécuter donc le code qu'on a ici. Et voilà, donc il nous donne donc chaque citation avec la polarité qu'on a et le taux de magnitude ou bien le score de magnitude qu'on a devant chaque citation. Par exemple, ici c'est 0,8, ce qui veut dire 80% de positivité. For to succeed, you must have tremendous perseverance, tremendous will. C'est quelque chose de bien. Par contre, ici, pour la dernière citation, on voit qu'il n'a pas pu identifier donc s'il est positif ou bien négatif. Donc, il a donné donc un 0,1 comme magnitude. Donc, c'est de cette manière-là, donc le API, le Natural Language, est capable de faire. Donc, le dernier élément que nous est une API vocale. Et comme auparavant, nous avons un fichier audio dans notre cloud storage et nous demandons que le résultat de ce discours soit transformé en texte. Donc, on doit définir encore de nouveau donc, le API key. On doit définir le nom de API qu'on va choisir, qui est le speech. Et on doit donc mettre aussi donc, le language code qu'on va utiliser. Et bien entendu, donc le file audio qu'on va choisir dans notre traitement de données. Donc ici, donc, le fichier audio, il est dans un cloud storage. Je vais exécuter donc ce code-là. Ici, ça me donne donc comme une transcription, donc j'ai How old is the broken bridge? Donc c'est ça donc le texte, ou bien c'est ça donc l'audio vocal qui a été transmis vers un texte. Et le taux de confiance qu'on a par rapport à cette texte, c'est 98%. Voilà, donc finalement, si vous souhaitez refaire donc ce workshop chez vous, qu'à la fin de votre atelier, n'oubliez pas de supprimer les clés API en visitant donc la console API et si nécessaire, validez tous vos notebooks dans Git et si vous exécutez donc des notebooks sur une VM Compute Engine ou que vous déléguez une, n'oubliez pas d'arrêter pour ne pas être facturé. Et avant de retourner à mon collègue Sébastien, j'aimerais savoir si vous avez des questions à propos de ce premier démo.
Oui, n'hésitez pas à unmuter, à parler dans le micro. Normalement, la majorité d'entre vous peuvent le faire. Sinon, il y a le chat. Puis là, je vois Younes. Je pense que les réponses ont été répondues. La dernière de Jonathan. Est-ce qu'on peut entendre le audio? Si on accède donc à ce cloud storage, on va voir le file et par la suite on peut donc le faire play, donc on peut l'entendre. Ok, parfait. Je suis pas sûr de comprendre la magnitude de la polarité. C'est bon, c'est -1 ou 1, tout dépend, c'est positif ou négatif, mais la magnitude, je suis vraiment pas sûr de comprendre ce que c'est. Donc la magnitude, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc il permet de savoir donc la positivité ou bien la négativité donc d'une phrase. Donc l'API il est basé sur une base de données donc qui contient un ensemble des mots donc qui ont été classifiés donc soit bon, bien soit positif ou bien négatif. Donc ce qu'il fait donc l'API, il rassemble ces données donc ces informations-là pour donner donc un pourcentage à la fin pour dire est-ce que cette phrase elle a un sens positif ou bien négatif. Donc tout simplement ça. C'est la force de la polarité, dans le fond. Est-ce que la polarité, c'est négatif, positif, puis la magnitude, c'est la force que c'est positif ou c'est négatif. Exactement, tout à fait. Parfait. Good. Puis, normalement, on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à remettre un message dans le chat. Sébastien, tu avais posé la question. On est en train de voir ça en interne. C'est quelqu'un qui est responsable de ton compte qui t'en jasera début de semaine prochaine pour information. Sinon, pour toute autre question, n'hésitez pas encore. Parfait. Donc, laissez-moi représenter rapidement. Pour la deuxième section de cette démo, donc on va aller vers, comme on avait décrit, donc la deuxième section, c'est de bâtir un modèle de machine learning. Pour ce faire, il y a trois façons, comme on a dit. Il y a soit d'utiliser les modèles qui sont pré-bâtis, il y a soit d'utiliser l'outil AutoML, ou encore, si on a vraiment des spécialistes à l'interne, c'est d'utiliser les outils de développement de modèles personnalisés. Ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est la section du milieu, donc le AutoML, comment bâtir un modèle custom à partir de nos propres données. Donc, pour ce faire, il y a 6 phases. Donc, principalement, la première, c'est de dire qu'est-ce qu'on cherche à faire. On pourrait dire, par exemple, c'est ce que je vais vous montrer dans la deuxième slide, mais je veux identifier un certain objet à travers un ensemble de photos. Donc, on peut développer notre hypothèse ensuite de dire, bon, ben, je devrais être capable d'identifier tel objet. Ensuite, acquérir et explorer les données, je vais ramasser tout mon ensemble de photos et les envoyer dans l'outil AutoML. Et ensuite, dans formuler le modèle, c'est là que je lui dis tel objet dans la photo, je veux que ça soit identifié. On fait l'entraînement du modèle et on peut l'appliquer ensuite à un ensemble de données plus grand. Donc, un exemple très rapide, ben, si j'ai un ensemble de photos dans lesquelles je veux retrouver les petites voitures en peluche, eh bien, je vais prendre mon ensemble de photos, je vais les envoyer dans l'outil AutoML Vision, je vais lui indiquer que c'est les petites voitures en peluche que je recherche dans quelques photos. Je vais faire un entraînement ensuite qui va apprendre à mon modèle à identifier les petites voitures en peluche. Puis ensuite, je pourrais l'appliquer à un ensemble de données plus grand ou exporter mon modèle pour le mettre dans une application ou dans une base de données pour pouvoir faire directement l'identification dans une application maison. Sur ce, je vous passe la parole à mon collègue Younes pour la démonstration de AutoML. Merci beaucoup. Voilà, donc voici une deuxième partie de notre présentation de mise en place des modèles machine learning rapides sur Google Cloud. Et cette fois, on va découvrir ensemble le Google Cloud AutoML Vision. Donc, cet outil qui simplifie la création de modèles de vision personnalisés pour les cas d'utilisation de reconnaissance d'image. Pour commencer, je vais utiliser un dataset que j'ai téléchargé depuis le site Kaggle. À titre d'info, pour ceux qui ne connaissent pas, Kaggle, c'est une plateforme web organisant des compétitions en sciences de données. Sur cette plateforme, les entreprises proposent des problèmes en sciences de données et offrent un prix aux datalogistes obtenant les meilleures performances.
En ce qui concerne notre dataset, c'est un ensemble d'images de X-chest ray, images radiographiques thoraciques, pour des personnes normales et d'autres qui sont atteintes d'une maladie qui s'appelle la pneumonie. Encore une fois, la pneumonie, c'est une infection respiratoire aiguë qui cause l'inflammation des poumons et plus particulière des alvéoles, des petits sacs qui assurent l'entrée d'oxygène dans notre sang. Le plus souvent, c'est une bactérie qui cause la pneumonie et parfois un virus comme celui de la grippe et bien entendu le Covid-19. Euh, donc la question qui se pose là, c'est pourquoi j'ai choisi ce dataset. Si pour une simple raison, c'est que la médecine et plus particulièrement les images médicales constituent un enjeu très important dans le champ de diagnostic de maladies à travers l'analyse par vision artificielle. Devient l'importance d'un outil tel que le Google Cloud AutoML Vision, que je vais l'utiliser pour développer mon modèle de classification d'images de bout en bout pour la détection de la pneumonie à l'aide d'images radiographiques thoraciques. Donc, on va y aller. Donc, on va commencer tout d'abord par le chargement de datasets. Donc, je me suis rendu donc là sur le site de Kaggle. Je vais aller sur dataset et puis je cherche donc le chest X-ray image. Donc, comme vous voyez ici, il suffit donc juste de cliquer sur Download le dataset. Une fois que je l'ai téléchargé, je vais retourner encore une fois sur ma console GCP pour créer mon modèle d'image. Donc, pour ce qui concerne donc, le dataset que j'ai téléchargé tout à l'heure, donc je dois l'uploader sur ma console GCP. Pour faire cela, j'ai besoin de créer un bucket sur le cloud storage, le Google Cloud Storage. Donc, pour faire cela, on va aller dans le menu de la console GCP et je vais aller sur Storage, Cloud Storage, Browser. Donc ici, je vais cliquer sur Create Bucket et donner un nom à mon bucket. Je peux mettre par exemple Younes. Classification. Je vais mettre. Je fais continuer. Je vais choisir donc la région, bien entendu, la plus proche pour moi pour question de lowest latency, donc pour diminuer donc la latence de réseau. Et je vais choisir North America Est. Je fais continuer. Pour les autres options, je laisse par défaut, donc je laisse ici standard, continuer. Pour le Access Control Uniform et pour le Encryption Google Manage Encryption Key. Et je fais par la suite Create. Pour mon cas, j'ai déjà donc un bucket que j'ai créé avant. Encore une fois, c'est pour accélérer les choses. Donc, j'ai nommé mon bucket Younes Sandbox et j'ai choisi comme région US Central et j'ai choisi standard avec presque les mêmes critères que je viens de citer. Donc, une fois donc mon bucket est créé, donc je peux donc uploader donc les files ou bien le dataset de XSray. Donc, comme vous voyez ici, donc j'ai déjà uploadé donc ces données, donc ce dataset, et j'ai un fichier CSV que je vais utiliser pour mon modèle de classification. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce point-là? Dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole ou à réécrire. D'accord. C'est bon. Alors, donc on retourne encore ici, donc vers le menu de navigation. Je vais aller donc sur la rubrique Intelligence artificielle. Et je vais aller sur la toute dernière, c'est Vision. Et je clique sur Dashboard.
Donc ici, je vais cliquer sur AutoML Get Started pour lancer donc mon nouveau modèle Machine Learning. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé mon modèle que je l'ai nommé Pneumonia Detection. C'est juste ici. Donc la raison pour laquelle j'ai créé donc d'avance ce modèle, c'est que le process d'entraînement de modèles et d'évaluation de données peuvent prendre quelques heures ou bien même parfois des jours selon les ressources dédiées et selon la taille de dataset qu'on va utiliser dans notre modèle. Donc personnellement, ce modèle, ça m'a pris presque environ 6 heures avant qu'elle termine. Donc, je vais continuer mes démarches de création de modèles from scratch et à la fin, je vais supprimer celui-ci et garder donc celui que j'avais déjà créé. Donc, je clique sur Get Started et je fais New Dataset. Donc, à cette étape-là, donc, je dois donner un nom à mon dataset. Donc, par exemple, je vais mettre New Pneumonia. Puis, je vais choisir donc l'objectif de modèle. Tel que vous voyez ici, donc j'ai 3 objectifs du modèle et elle sert à spécifier le type d'analyse que vous allez effectuer avec le modèle que vous entraînez à l'aide de ce dataset. Donc j'ai le Single Label Classification, le Multi-Label Classification et j'ai l'Object Detection. Donc pour ce qui concerne le premier, donc c'est une classification qui attribue une étiquette unique à chaque document classé. Pour la deuxième, c'est une classification qui permet d'attribuer plusieurs étiquettes à un même document. Donc, pour mon cas, donc, je vais choisir Multi-Level Classification et je fais Create Dataset. Encore une fois, donc, pour mon cas, donc, je n'ai pas besoin de créer un dataset parce que j'ai déjà donc ce dataset-là, mais ça va pas prendre beaucoup de temps pour la création. J'aimerais juste montrer donc les étapes donc les premières étapes qu'on doit faire pour uploader donc le dataset. Et par la suite, je vais revenir encore une fois vers le dataset que j'ai déjà créé. Donc ici, au niveau de cette partie-là, on va importer donc le fichier dataset depuis le cloud storage. Je fais Browse. Je choisis donc mon bucket sur le cloud storage et je vais choisir le dataset.csv qui contient donc l'ensemble des paths pour mes images que je vais choisir dans l'entraînement de mon modèle. Je fais Select. Donc en général, donc ça va par la suite uploader donc toutes les images que j'en ai dans mon bucket. Donc c'est ce qu'on peut voir ici dans mon dataset que j'ai créé. Donc je vais supprimer celui-là. Je clique sur Pneumonia Detection. Et voilà, vous voyez, donc j'ai donc l'ensemble des images que j'avais sur mon cloud storage. Donc ici, j'ai comme un nombre total de 3314 images que j'ai importées depuis mon cloud storage. Donc il y a parmi donc, ces images 1340 qui sont normales et 1974 qui sont des images thoraciques pour des personnes qui sont atteintes de la pneumonie. Donc, je vais passer maintenant à l'onglet suivant qui est Train, dont nous allons entraîner notre modèle de classification d'images. Je clique sur New Train et je fais Train New Model. Ici, je vais définir donc le nom de mon modèle et je vais choisir l'option Cloud Hosted comme une destination de stockage du modèle. Bien entendu, la deuxième option concerne beaucoup plus les modèles pour usage mobile. Et je clique sur Maintenant, je dois définir donc le nombre maximum d'heures de nœuds que je souhaite consacrer au training de mon modèle. Tel que vous voyez, c'est recommandé d'utiliser 32 heures de nœuds pour ce dataset. Cette recommandation, elle est basée sur le nombre, elle est basée sur la taille de mon dataset. Et cependant, vous pouvez entraîner
pendant aussi peu que 8 heures de nœuds. Vous pouvez également être pour vous entraîner avec des heures de nœuds gratuites. Je dois cocher cette case Deploy Node After Training si je veux réduire ma consommation de ressources GCP et rendre mon modèle disponible pour les demandes de REST API immédiatement après l'entraînement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des tarifs de déploiement applicables. Donc, à la fin, je peux cliquer sur Start Training pour entraîner mon modèle. Donc, c'est là l'étape dont je vous ai parlé, que ça prend environ 6 heures pour faire l'entraînement du modèle. Donc, pour mon cas, le modèle a été déjà traîné. Donc, je vais faire cancel. Comme vous voyez ici, donc, il y a des statistiques qui ont été sorties à la fin. Donc, il y a Precision, il y a Recall. Donc, ces deux métriques, je vais vous en parler donc tout à l'heure dans la partie évaluation. Et donc, je vais me rendre sur donc, le deuxième onglet, ou bien la deuxième étape. Donc, ici, on voit bien qu'il y a plusieurs métriques, ou bien avec des statistiques et des graphes. Donc, pour faire cela, je dois vous parler tout d'abord de ce qui concerne donc les precision et recall, donc et les graphiques qui nous indiquent la performance du modèle. Donc, tout d'abord, c'est quoi la précision et le recall que nous voyons ici? La précision, c'est une bonne mesure pour déterminer quand les coûts des faux positifs sont élevés. Par exemple, la détection d'une pneumonie par X-ray. Donc, un faux positif signifiait qu'une image X-ray qui n'est pas un pneumonia, ou bien un réel négatif, ou bien un normal, a été identifié comme pneumonia. Donc, le modèle, dans tel cas, peut prévoir un mauvais diagnostic si la précision n'est pas élevée pour le modèle de détection de pneumonia. Pour le recall, on fait le nombre de positifs réels capturés par notre modèle en les étiquetant comme positifs, vrais positifs. En appliquant la même compréhension, nous savons que recall sera la métrique du modèle que nous utilisons pour sélectionner notre meilleur modèle lorsqu'il y a un coût associé au faux négatif. Donc, en général, ce sont deux formules mathématiques. C'est sur true positif plus le false positif. Et le recall, c'est le total de true positif sur true positif plus false négatif. Donc, ce sont deux métriques qui peuvent nous aider donc à la fin de faire ce qu'on appelle le confusion matrix. Donc, le confusion matrix nous permet tout simplement de savoir donc si on a pu construire un bon modèle de prédiction. Donc, on appelle ceci nous permet de bien comprendre d'où le taux de confiance de prédiction du modèle que nous avons construit. Par exemple, nous voyons que les predicted labels d'une image X-ray d'une personne normale avec le true label, celle-ci, avec un predicted label normal, ça donne 96%. Donc ici, pour savoir si l'image qui a été prédite par le modèle est bonne, on peut la comparer avec le true label d'une image normale, et à la fin, il va nous donner donc un pourcentage de 96%. Pour le cas de pneumonie, donc une image qui est normale et qui a été prédite comme une pneumonie. Donc la marge d'erreur ici, c'est 4%. La même chose ici pour un true label qui est pneumonia et qui a été prédit normal, on trouve qu'il y a la marge d'erreur qui est 2%. Et pour un true label qui est pneumonia avec une predicted pneumonia, on a une marge de confiance de 98%. Donc, pour savoir si notre modèle est capable de prédire la maladie d'une personne ou non, on va utiliser une image radiographique thoracique qui n'a pas été utilisée lors de la phase de training de notre modèle. D'ailleurs, ici, le modèle suit une stratégie pour faire le traitement de données. Donc, il prend 80% de données de dataset dans la partie training, et il prend aussi 10% dans la partie évaluation,
et il reste encore 10% qu'on peut l'utiliser pour faire le test. Pour mon cas, j'ai choisi deux images d'une personne atteinte de la pneumonie et une autre pour une personne normale pour faire mon test d'une manière directe. Donc, je clique sur Test and Use et je vais uploader donc deux images qui n'ont pas été traitées lors de training et lors de l'évaluation. Par exemple, je vais choisir donc celle-là et je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Donc ici, j'ai donc une prédiction que cette image thoracique, c'est pour une personne normale à 95%. Je vais choisir donc une autre image et voir qu'est-ce que ça peut me dire. Voilà, donc cette image-là, c'est pour une personne atteinte de la pneumonie à un taux de 99%. Je peux bien entendu donc tester d'autres images, je peux les uploader depuis le site, donc depuis Google Photos ou bien depuis n'importe quelle source et voir donc et les tester sur mon modèle pour savoir donc si mon modèle est fiable et il est capable d'identifier la pneumonie ou non. Donc, notre présentation, là, il a fourni une procédure pas à pas pour concevoir des modèles de vision puissants pour des cas d'utilisation personnalisés, en tirant parti de Google Cloud Platform AutoML Vision. De plus, le modèle est hébergé sur le cloud pour l'inférence en tant que service de prédiction. Donc, il s'agit d'un mécanisme puissant pour prototyper et construire rapidement des cas d'utilisation de classification d'images ou de détection d'objets avant de décider de poursuivre des efforts de modélisation plus fins et ajustés manuellement. Avec cela, j'espère que ce modèle vous a donné une idée générale sur comment on peut se servir de l'intelligence artificielle dans un domaine qui est assez critique, là où la marge de risque est presque nulle, donc 0%. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser et je serai tellement ravi de répondre à ceci. Au niveau des coûts de faire ce processus-là, ça pourrait coûter combien, mettons, ce que vous avez fait? Ben, je suis sûr qu'il y a des tarifs selon les ressources que vous allez utiliser sur le TensorFlow. Donc, il y a une grille, je vais, si c'est possible, donc je vais vous partager donc le lien pour faire le calcul de TensorFlow. En parallèle, je vais aller voir directement pour te dire ce projet-là, combien ça nous a coûté. Je peux te dire ça. Ce sera pas long. Ça a l'air intéressant. C'est des prix publics, anyway. Donc, il n'y a rien de secret. Vous pouvez vous rendre sur ce lien-là, donc Google Cloud Calculator, pour faire donc le pricing pour ce qui concerne les ressources de TensorFlow. Bien entendu, donc ça prend aussi donc la taille de dataset en considération. Vous vous rendez sur Cloud Vision. Sylvain, t'es dans... Voilà. T'es dans notre sandbox, hein? Excusez, faut que je retourne en arrière. Donc ici, donc sur Cloud Vision, donc comme vous voyez, donc il faut choisir donc le nombre de label detection que vous allez faire et vous remplissez donc l'ensemble des properties que vous allez donc vous reposer sur le traitement de votre modèle. À la fin, il va vous donner donc une estimation par rapport donc au coût de ce projet. C'est où? Je vous en prie. Tout rapidement, je vois un coût d'à peu près 900$ pour le mois, mais je ne sais pas ce que Younes a fait avec son projet. Je sais pas si tu l'as, si tu as retraîné souvent ton modèle ce mois-ci en préparation de l'événement ou pas. Mais pour l'instant, ça c'est des coûts reliés à l'entraînement du modèle. Puis au stockage des données principalement. Là.
Exactement, oui. Donc, si au début, à un moment donné, on avait le choix entre deux options, celle mobile et l'autre, si on avait pris celle mobile, on aurait pu ramasser nos données puis le faire en local avec TensorFlow? Personnellement, je n'ai pas choisi, donc je n'ai jamais fait de test sur la deuxième option. Donc, je ne Ben, peux pas oui, vous répondre sur cette question. le cloud storage, dans ce cas-ci, c'est 0 parce qu'on rentre dans le free tier, le premier tiers gratuit. Donc, c'est à 1 gig, on n'a pas encore de frais, je crois. Puis, ouais, c'est ça, tu as entraîné 2 fois ton modèle. Donc, on parle d'à peu près 400 $ à chaque fois que tu as entraîné le modèle. Merci, ça donne une idée des coûts. Pour la question de Jacob, un petit peu plus haut, il y a de plus en plus d'exemples d'utilisation de machine learning pour la détection de défauts au niveau des manufacturiers ou même par rapport à la récolte de fruits, etc. Il y a des excellents exemples de ça sur YouTube, puis des articles sérieux qui démontrent cela. Déjà, donc, il y a des use cases qu'on peut trouver sur le site de Google Cloud qui peuvent nous donner donc la possibilité de voir donc comment on peut utiliser le AutoML sur plusieurs champs ou bien plusieurs industries, dans lequel on trouve donc le AutoML bien présent. Je vous partage un lien aussi dans le chat par rapport à d'autres questions qu'il y a eu, là. Ça s'appelle Beginner's Guide to AutoML Vision, mais ça répond pas mal à toutes les questions sur le confidence threshold, le score threshold, là, ça vous donne ça vous décrit ça très en détail. Donc, pour répondre donc à la question de IAEC, donc pour ce qui concerne les 99%, oui. Donc ça, c'est donc le AutoML Vision qui fait donc le calcul d'une manière automatique. Donc ça permet donc de gagner beaucoup de temps parce qu'un data scientist ou bien quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus donc à la partie algorithmique, donc ça va prendre beaucoup de temps pour lui pour faire le calcul de precision et recall, tout ça. Donc le AutoML, il fait ça d'une manière automatique et ça simplifie beaucoup les choses. Une petite question. Est-ce qu'on sait ce qui se passe derrière? Est-ce qu'ils font du transfer learning? Est-ce qu'on sait c'est quoi leur modèle qu'ils utilisent ou c'est tout caché à l'utilisateur? Hein? De rien. Normalement, donc pour ce qui concerne donc ça, il faut avoir déjà donc une connaissance par rapport donc comment dirais-je donc les méthodes ou bien les types de machine learning qu'on veut choisir. Dans ce cas, donc on a utilisé la classification d'images. Donc c'est donc la partie machine learning comment s'appelle ça apprenti. Donc on a la possibilité donc de définir donc des labels pour nos datasets, pour nos données, pour qu'ils puissent faire donc le traitement de données à la fin. Je n'ai pas de Yuan. Est-ce que les données peuvent être utilisées par Google pour d'autres ML? Non, Je n'ai pas une réponse à ça. dans le cas qu'on a utilisé là, c'est un projet, c'est le propriétaire. Donc, les données que vous avez dans une console GCP, dans un projet, ça vous appartient. C'est pas des données qui peuvent être utilisées publiquement. Là. Absolument pas. J'ai publié un lien plus haut, je peux leur publier, là, qui dit un peu comment Google utilise là, les données avec le Vision API. Là. On est en double, c'est parfait. C'est que Sébastien, vous avez complété ou Oui, ça complète notre présentation. Donc, on était
On n'a pas eu le temps de dire ça complète la présentation. On est maintenant la période de questions, si vous en avez. On est tout de suite embarqué dans les questions. Ben oui, ça complète un peu là, la présentation de comment on peut utiliser facilement les outils de Google pour rapidement bâtir des modèles ou appeler directement les API à partir d'applications qu'on pourrait développer. C'est sûr, là, comme on l'a dit, pour les modèles Edge dans le cadre des applications mobiles ou des utilisations mobiles qu'on voit de plus en plus, là, que ce soit dans le monde du IoT. Là. Donc, on peut voir qu'il y a énormément de potentiel d'utiliser des modèles qu'on développerait sur ces plateformes-là pour ensuite les amener dans des applications IoT. C'est un bel avenir là, pour ces outils-là. Est-ce que tu veux reparler du tirage? Oui, mais Géraldine, tu as pris en note les questions. On va-tu avoir accès au chat ou si jamais ça n'a pas été fait? Mais dans le fond, donc toutes les questions qui ont été envoyées, normalement, ma collègue Géraldine a collecté tous les noms, puis il y a un tirage qui va être fait. Il y a un tirage qui sera fait ultérieurement autour du thème du barbecue d'une valeur de 30 $ et qui sera envoyé à quelqu'un tiré au sort dans cette liste-là. On avait également fait une petite promotion au début, là, disant qu'on recherche un spécialiste Workspace, qui est qui est le nouveau G Suite, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc, même chose, si vous nous envoyez un candidat qu'on retient, un beau cadeau vous sera envoyé également. OK, c'est que je pense qu'on va passer aux autres événements. Puis, entre-temps, si vous avez d'autres questions, continuez à les donner dans le chat. Lorsqu'on aura fini les prochaines étapes, on pourra aussi les reprendre verbalement. C'est que donc, je pense que tout le monde voit mon écran. Oui. OK. C'est que juste un petit rappel là, sur des événements qui pourraient vous intéresser. Hier, il y a eu le Data Cloud Summit, mais c'est pas trop tard dans le sens que vous pouvez vous enregistrer et écouter au replay. Il y a eu plusieurs nouvelles annonces, donc très intéressantes, entre autres en ce qui concerne le AI Platform. Tout ça a été renommé. Le AI Platform contient qu'est-ce que ça contenait avant, plus aussi le AutoML que vous avez vu, là, si vous voulez aussi utiliser non seulement les notebooks et le code pour appeler les API, mais l'interface usagée, c'est maintenant renommé avec Vertex. Puis, il y a eu une autre grosse annonce, entre autres, le Dataplex, qui est vraiment comme une intégration au niveau du Data Lake et ces choses-là. C'est que je vous recommande de l'écouter si ça vous intéresse. Puis, si vous voyez d'autres prochains gros événements, les deux du bas, c'est plus relié aux certifications Google, le Cloud Architect ou le ML Engineer. C'est que ça aussi, ça pourrait être intéressant pour si vous avez des questions ou vous voulez savoir comment ça se passe, etc. Puis le 10 juin, il y a également un autre summit là, pour le machine learning qui pourrait être intéressant. Okay. Puis ici, on va mettre je pense que Mathieu a déjà mis le lien vers le formulaire pour avoir du feedback par rapport à la session d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu des belles interactions. C'est que merci d'avoir participé. Puis, en ce qui concerne les prochaines sessions, on va l'annoncer prochainement, là, étant donné qu'on a beaucoup de nouveaux organisateurs avec nous. On voulait leur laisser la chance là, de driver les prochains événements. On vise toujours d'avoir un événement par mois. C'est que dans les prochains jours, on devrait l'annoncer. Mais si vous voulez vous porter volontaire pour présenter au groupe quelque chose que vous avez fait, naturellement, là, votre volontariat est très apprécié. C'est qu'encore une fois, vous pouvez soumettre votre proposition d'agenda dans le lien qui suit. OK? C'est donc, je vais arrêter de partager, puis si jamais il y a d'autres questions, vous pouvez le faire. OK, c'est que je pense qu'il ne semble pas avoir de questions. Merci à tout le monde d'avoir participé. Puis au plaisir de vous revoir lors du prochain événement. Merci à tous. Au plaisir. Merci, à bientôt. Merci.